Alors, pour le début de la session, donc comme on le disait, cette 6e édition du webinaire Tourisme Innove est sur la thématique d'aménager la cité, comment concilier empathie, durabilité et technologie pour accompagner les professionnels, pardon. Pour le contexte global des webinaires Tourisme Innove, en fait, pour ce format-là, on essaye de valoriser à chaque fois 3 startups, 3 solutions innovantes en tout cas, accompagnées d'un témoignage client qui peut être une collectivité, un client privé ou en tout cas un client public ou privé. L'idée, c'est de vous donner un peu un témoignage concret de l'apport d'une solution une fois déployée. Et tout de suite, en fait, ce cadre de webinaire, il a été aussi organisé, donc je vous le disais, en partenariat avec le ministère de la Culture et des petites cités de caractère. Et je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Luc Gourin pour la présentation peut-être du cadre plus global et de, en tout cas, des petites cités de caractère. Je sais pas si... Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, et je ne sais pas si vous pouvez aussi activer la caméra. Normalement, Elle ça est, devrait elle être est bon. activée normalement. Ah. Bon, on vous voit pas, mais très bien. En tout cas, on vous entend. Ok, donc juste quelques mots d'introduction. Donc, Luc Gourin, je suis le secrétaire national des petites cités de caractère. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les petites cités de caractère, juste en 2 mots, c'est une association de communes qui ont la particularité d'être, alors, petites par leur taille, c'est des communes qui font moins de 6 000 habitants, et puis qui ont un patrimoine remarquable. Alors, patrimoine avec un S, hein, on pense patrimoine bâti, mais aussi patrimoine immatériel, patrimoine naturel, voilà, donc qui ont des patrimoines remarquables à l'échelle de leur commune, souvent parce qu'ils étaient anciennement des cités et donc ils avaient preuve de centralité, donc c'est des patrimoines qui sont hérités du temps. Et donc, cette association, c'est 239 communes sur l'ensemble de la France, juste pour situer un petit peu les choses. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, on travaille avec le ministère de la Culture pour avancer sur le côté durable de nos médiations patrimoniales. Nous avons à cette occasion fait un travail important, c'était au Mans au mois de novembre dernier, où on a réuni un certain nombre de gens autour de ces thématiques de médiation. Et c'est vrai que euh, tout ce travail autour de l'innovation nous intéresse particulièrement, parce qu'évidemment que quand on fait de la médiation culturelle autour de nos patrimoines, la question de la durabilité sous l'angle économique évidemment se pose, sous l'angle écologique se pose beaucoup, mais certainement la partie qui est la plus prégnante pour nous, c'est la partie sociale, avec toute la partie accessibilité pour tous aux données qu'on va pouvoir diffuser dans le cadre de nos médiations. Et je pense que la question de l'innovation qu'on va traiter ce matin va en partie aborder ces thèmes-là. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que c'est important qu'on se concentre sur les 3 startups qu'on va présenter ce matin. Merci à tous et bon webinaire. Alors, du coup, pour animer ce webinaire sur aménager la cité, on accueille du coup 3 représentants de solutions innovantes qui sont Ariane Flao, qui est la cofondatrice pardon, de l'ALEF, Axel Yoke, qui est le fondateur de Station Rêve, et Cathy Sayuk, qui est la cofondatrice de Murmuration. Donc, je laisse la parole à Ariane pour commencer sa présentation. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, très bien. Euh, ben, merci, merci à vous d'être là, de vous intéresser donc à nos solutions. Merci à Tout France et aux petites cités de caractère de me permettre de présenter Xenia. Donc, Xenia est une solution numérique qui collecte et décrypte les émotions, donc qui crée de la data émotionnelle pour la mettre au service d'un territoire. Et donc, je suis accompagnée par Pierre Labadie, qui est responsable du pôle développement de l'ADT de la Marne, qui parlera justement du territoire et de pourquoi est-ce qu'il a fait appel à Xenia, et pour partager son retour d'expérience.
Donc les émotions, on va parler d'émotions, donc parce que donc notre solution est une solution qui capte et décrypte les émotions. Quand je parle d'émotions, c'est un peu un abus de langage, puisque nous, on est plutôt, notre solution va chercher au-delà, enfin même en deçà des émotions. C'est ce qui cause une émotion, c'est les désirs. Un désir comblé va provoquer une satisfaction, une joie, et un désir non comblé va provoquer donc une frustration peut-être, ou une déception. Et donc, nous, notre solution, elle fait appel à l'imaginaire parce que donc mon associée, Sylvie Revillard, est experte en imaginaire. Et il faut savoir que donc l'imaginaire est structuré comme un langage qui véhicule les émotions, enfin les désirs. Et donc, c'est notre notre recette magique, c'est de passer par l'imaginaire. Notre solution donc fonctionne avec des widgets. Donc, nous, un widget, c'est une mini-application. C'est voilà, un nom compliqué pour quelque chose d'assez simple. Hein, il y en a partout. C'est une mini-application qui fonctionne avec un lien ou un QR code. Donc, quand on clique sur le lien, il y a une petite page qui s'ouvre, un widget peut s'intégrer partout sur tout canal numérique ou même à travers un QR code là sur des cartes postales. Donc, nous, on fournit des widgets à notre client sous plusieurs formes. Ça peut être de façon ponctuelle, donc pour une étude. Donc là, on va fournir les widgets directement ou par le biais d'une application. Donc, par exemple, pour une agence de voyage, elle a une application qui lui permet de créer ses propres widgets et de consulter les résultats. Et les widgets, il y a deux types de widgets différents. C'est soit on va recueillir les émotions associées à une expérience vécue. Donc, après une expérience, on va demander, donc là, par exemple, ce qu'on voit là, c'est ce cas-là, c'est le cas qu'on a fait avec la Marne. On va demander à la personne de penser à une expérience, donc de façon ponctuelle, ça peut être une expérience, une activité qu'elle a vécue, ou là, c'était ma vie dans la Marne. Donc, on s'adressait aux habitants de la Marne. Quand je pense à ma vie en général dans la Marne, je me laisse immerger par les émotions qui montent en moi quand j'y pense. Donc là, il n'y a rien de numérique. Hein, on reste dans les émotions. Donc les émotions, c'est pas encore l'intelligence artificielle qui va deviner nos émotions. Il faut quand même un moment qu'on les ressente et qu'on se connecte à ces émotions. Donc ça, c'est le premier type de widget, où il y a un deuxième type qui fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'on va penser à une expérience à vivre. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et là, on va s'immerger, on va plus se projeter dans une expérience pas vécue, mais désirée. Et donc, dans les deux cas, donc, on fait appel, le widget utilise une sorte de métalangage. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a 80 mots-images qui sont des expressions linguistiques qui génèrent des images mentales. Donc, c'est des petites portes vers l'imaginaire. Et la personne, donc ces mots-images se mettent de façon aléatoire pour éviter les biais. Il y en a beaucoup en même temps parce que ça permet un lâcher-prise. La personne va commencer à lire ces mots-images. Il y en a qui vont faire écho à ce qu'il ressent et de façon très spontanée, ils doivent choisir ceux qui font écho à ce qu'il ressent assez rapidement. Il appuie sur suivant et chacun a son résultat. Qu'on appelle nous climat émotionnel. Donc, c'est ce petit moulin qu'on voit qui représente 9 indicateurs. Donc, il y a les 5 désirs qui sont plus ou moins comblés. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'articulent ces désirs, lequel est le plus fort, lequel est le moins fort, s'il y a des creux. Donc, c'est l'inconnu, l'harmonie, le bien vivre, le sens et l'enfant. Et après, il y a d'autres indicateurs qui parlent plus de ressenti relationnel. Donc, ce sera l'épanouissement, la quiétude, la rencontre et la vibration. Donc, ça crée de la data émotionnelle, c'est ce qu'on voit, qu'on peut analyser de façon collective. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la DT de la Marne. Donc là, c'est plus sous forme d'études ou de façon individuelle. Là, Fatih, tu peux passer peut-être à l'écran d'après. Voilà, donc on a trois fonctionnalités différentes. Soit on analyse les résultats de façon collective pour avoir une connaissance approfondie de l'attachement de vos cibles, donc à un territoire, à une marque, un produit. Soit de façon individuelle. Donc, on regarde le résultat de façon individuelle pour avoir une réponse extrêmement personnalisée sur des désirs dont les gens n'ont pas forcément conscience en plus. Voilà, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui nous anime au fond de nous-mêmes. Donc là, c'est le Xenia One-to-One. Et comme on peut qualifier une expérience recherchée et en même temps un catalogue d'expériences vécues, on peut relier les deux. Et donc là, ça se transforme en moteur de recommandation.
où la personne peut, voilà, on peut créer une liste d'activités triées par distance émotionnelle. Donc, la première sera celle qui comblera le mieux les désirs qui ont été exprimés par le widget. Donc voilà, ça c'était assez rapide. Bon, après, vous pourrez poser des questions si je n'ai pas été assez claire. Là, je vais passer la parole à Pierre pour qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a fait appel à Xenia, pour répondre à quels besoins. Et ensuite, je pourrais reprendre la parole pour expliquer un petit peu le plan d'action qu'on a mis au point avec Pierre Labadie. Ok, merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Brièvement, en fait, nous, notre besoin, notre objectif était d'explorer finalement une solution qui est complémentaire à des outils, des enquêtes qu'on peut mener par ailleurs, type enquête marketing des clientèles, qui vont nous donner des éléments de satisfaction, pourquoi pas de motivation, mais d'aller plus profondément sonder finalement la manière dont était vécu le territoire, dont il était perçu, avec un double objectif, finalement un objectif en termes de communication, finalement de trouver, d'adapter notre discours, et donc là c'est un travail en transversal avec mes collègues de la com, d'adapter le discours finalement à la manière dont est vécu le territoire pour finalement adapter notre promesse dans nos prises de parole, d'une part, et d'autre part, le second axe, c'était plus un axe de développement, de dire est-ce que l'imaginaire vécu est celui qu'on souhaite faire vivre au territoire, et est-ce que c'est possible de modifier finalement la manière dont il est perçu en travaillant avec les producteurs de l'offre touristique, donc tous les différents maillons de la chaîne touristique. Et c'est là où, du coup, est apparu un appel à projet d'Atout France, l'appel à manifestation d'intérêt, terrain d'expérimentation, qui, du coup, nous a permis, finalement, donc voilà, grâce au soutien de l'État, de la DGE et d'Atout France, de tester cette solution. Et on verra un peu après, finalement, quel est notre retour d'expérience. Mais voilà un peu sur le contexte et nos objectifs. Ariane, je te laisse. Merci. Oui, merci. Donc, rapidement, donc, comment est-ce qu'on a mis en œuvre ce projet avec la DT de la Marne? On avait imaginé quelque chose en plusieurs étapes. On a essayé d'explorer toutes les façons d'utiliser Xenia dans le cadre de ce projet. Du coup, le retour d'expérience est assez intéressant puisque c'était quand même une première. Et donc, on a vu des choses qui marchaient, des choses qui auraient pu être préparées différemment pour qu'elles puissent marcher, et des choses qui marchaient un peu moins bien. On a imaginé 3 étapes, 3 périodes de collecte. Donc, la première période de collecte était auprès des habitants de la Marne. Donc, c'était en mars-avril 2023 où on demandait, donc c'est ce que vous avez vu un peu sur les captures d'écran du widget, demander donc leur vie dans la Marne et de recueillir ces émotions qu'on peut appeler les émotions rémanentes. C'est celles qui restent en mémoire. C'est pas celles que, voilà, je pense pas à une chose en particulier. Je m'immerge dans mes émotions quand je pense à la Marne en général. Quelle est la nature de cet attachement que j'ai pour la Marne. Donc, les émotions rémanentes sont un très bel outil pour pouvoir communiquer derrière, puisque c'est des choses qui restent en mémoire. Et voilà, et c'est là-dessus c'est ce qui va émaner des habitants auprès des visiteurs. Et là, pour faire cette première période, on a essayé plusieurs canaux. Nous, on fournit donc les widgets à la Marne et on réfléchit à tous les moyens d'atteindre le public. Et ce qui a le mieux marché, c'était une campagne Facebook. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux. Après, il y avait eu un encart dans le magazine La Marne, le Mag, mais qui n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu peu de réponses. Et puis, il y a eu d'autres canaux. Mais ce qui a le mieux marché, on a eu très rapidement 500 réponses par Facebook. Après, on n'a pas essayé d'autres réseaux sociaux que Facebook, ce qui aurait certainement été intéressant puisque Facebook, c'est quand même plutôt une population assez âgée. On l'a vu dans les résultats, c'est que c'était assez âgé. Si on avait peut-être utilisé Instagram, on aurait pu redresser un peu l'échantillon. Ensuite, on avait imaginé une deuxième période. Et là, c'était plus pour recueillir les émotions activées, donc sur place, en s'appuyant sur les offices du tourisme et des socioprofessionnels. Donc, on avait créé une petite application où chaque socioprofessionnel pouvait imprimer son affiche avec un QR code spécifique pour le socioprofessionnel
pour que les personnes, les visiteurs, donc dans les lieux d'accueil du public, le public puisse scanner le QR code et partager les émotions qu'ils vivaient sur place lors de leurs activités, soit dans les dégustations, les maisons de champagne lors des dégustations, ou les offices de tourisme, partout où il y a des émotions qui sont vécues, donc un peu partout. Mais cette période, bon, elle aurait pu fonctionner, mais on s'y est pris un peu tard. C'était pendant la période estivale et elle demande quand même beaucoup de ressources humaines pour accompagner les offices du tourisme. Peut-être que, donc, bon, je pense que Pierre pourra en reparler sur ce retour d'expérience. Donc, on n'a pas eu suffisamment de réponses et de façon suffisamment. On avait certainement vu aussi trop large sur tout le territoire. Pour que ce soit exploitable, il aurait fallu que ce soit homogéné, enfin, que ce soit réparti de façon homogène sur tout le territoire et sur tout type d'activité pour pouvoir en tirer voilà, une connaissance exploitable. Et la troisième phase, c'était profiter de la foire de Châlons pour refaire une petite piqûre de rappel de la du premier type de collecte, qui étaient les émotions du territoire. Mais comme la première période avait très bien marché, on en avait moins besoin. Et bon, du coup, on a un peu moins mobilisé cette troisième phase. Donc voilà. Et donc pour les résultats, donc c'est surtout sur cette première phase et sur ces émotions rémanentes du territoire qu'on a analysé. En se focalisant, donc on a le climat, on a pu ainsi établir le climat émotionnel de la Marne de façon générale. On a pu se focaliser, que vous avez vu la petite fleur où on demande aux personnes s'ils aiment leur vie dans la Marne un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Ça a permis de regarder que ceux qui n'aiment pas du tout ou que ceux qui aiment à la folie ou passionnément. Donc d'un côté, les potentiels détracteurs, savoir voilà, qui sont-ils et quel est leur climat émotionnel spécifique à eux pour pouvoir avoir des actions, mettre en place des actions sur cette population-là qui est très petite. Hein, on a eu peu de personnes, mais voilà, on avait des enseignements là-dessus et sur les potentiels ambassadeurs, quels sont les leviers émotionnels qu'on pourrait utiliser dans la communication, puisque eux, voilà, c'est une force voilà, pour promouvoir le territoire à partir de leurs émotions à eux. Et ensuite, comme on a le climat émotionnel général, bon, avec des moyennes qui écrasent un peu, on a vu des profils dominants. Donc, on a fait des statistiques, des classifications statistiques pour voir quels étaient les profils dominants discriminants à l'intérieur de ce climat émotionnel global. Peut-être, Pierre, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur le retour d'expérience ou Sur le retour d'expérience, brièvement pour ne pas trop déborder, je crois que tu l'as précisé, on est parti d'un objectif général, comprendre les émotions, enfin les expériences touristiques vécues dans la Marne et notamment le no touristique. Donc on a eu finalement plusieurs types de profils qui se sont dégagés. Quelle est l'expérience des habitants de la Marne d'un point de vue des loisirs et du tourisme? Quelle est l'expérience des visiteurs extérieurs perçue sur le moment et rémanente. Donc finalement, ça nous crée des 4 couples à sonder. C'est pas ce que l'on avait, enfin on ne l'avait pas anticipé. Donc c'est vrai qu'en termes de travail, peut-être qu'il vaut mieux être à un moment donné plus, et si c'était à refaire, le séquencer de manière plus étalée dans le temps pour arriver finalement à bien se concentrer et à parvenir voilà, à des résultats qui sont exploitables, d'autant qu'on voulait aussi du coup travailler sur une échelle géographique et une granularité, certes Marne, mais aussi le vignoble, donc travailler sur des échantillons qui sont par conséquent de plus en plus grands et enfin, sur des territoires plus fins, donc plus de collecte, ce qui veut dire, comme tu l'as justement souligné, un travail de relais, ce n'est pas l'ADT seul qui peut le faire, mais d'animer finalement les professionnels pour qu'ils puissent collecter, ou type enquête marketing clientèle classique, est-ce qu'il y a des sondeurs en face à face à trouver. Enfin, voilà, il y a quand même un dispositif de collecte. On était parti sur quelque chose d'un peu plus light au démarrage dans l'objectif, et puis finalement, on s'est rendu compte que dans la déclinaison, on veut toujours un peu plus, mais un peu plus, ça nécessite aussi un peu plus de moyens, notamment humains, pour administrer. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, on peut le faire. On arrive aujourd'hui à des résultats vraiment intéressants, mais voilà, il faut arriver à se canaliser, je pense, dès le départ. Et ça a été peut-être un peu l'enseignement de cette expérimentation, plus un point, je vais dire, à améliorer pour la suite, mais parce que suite, il y aura, dans la mesure où les résultats, nous, sont intéressants.
Voilà, Merci. c'est globalement ce que je voudrais dire. Merci Ariane, merci Pierre pour la présentation. On va juste prendre quelques questions avant de passer à la suite. Donc, je vois une question de Monsieur Luc Gourin, justement, des petites cités de caractère. Combien de réponses sont nécessaires pour commencer à avoir des éléments exploitables? Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. En fait, comme on passe par l'imaginaire, on est très vite, on est un peu sur du quali, comme un peu des focus group. Donc, on n'a pas besoin d'avoir énormément de réponses, mais si on veut faire des études statistiques et faire des classifications, il faut qu'on en ait quand même suffisamment pour pouvoir regrouper. Tout dépend, voilà, pour faire des études statistiques, il faut que l'échantillon soit surtout représentatif. Si on veut voir s'il y a une différence entre les femmes, les hommes, parce que là, bon, ce que je n'ai pas dit, c'est on avait aussi des réponses sociodémographiques et pouvoir faire des focus sur ceux qui n'aiment pas du tout, ceux qui aiment beaucoup. Et ben là, il faut qu'il y en ait un petit peu dans chaque groupe quand même. Donc, il en faut au moins une vingtaine dans chaque groupe. Donc, voilà, ça multiplie le nombre de réponses en général pour s'assurer d'en avoir une vingtaine dans chaque groupe. Donc là, avec les 500 réponses, on était très bien. Après, si on en a une vingtaine et que l'échantillon est représentatif, ça dit des choses. Voilà, on est tout de suite dans le vrai, mais il faut que l'échantillon soit représentatif au départ, quoi. Très bien, Ariane, et puis peut-être en attendant de voir si d'autres souhaitent réagir, peut-être une deuxième question, c'est une fois l'analyse réalisée pour le territoire, comment ça s'interprète en termes d'usage? Il me semblait que donc il y a aussi le développement de personas à partir de ces émotions. Comment vous voyez l'usage après analyse de ces données? Oui, alors donc là, on a un profil émotionnel global et les personas, on fait des profils dominants, donc c'est des statistiques. On regarde les profils qui se ressemblent émotionnellement. Et donc, ça permet, voilà, quand on parle de persona marketing, aujourd'hui, c'est beaucoup, voilà, c'est des profils très finalement sociodémographiques, on va dire, avec quelques motivations. Mais là, on rajoute une couche émotionnelle qui est assez transverse, en fait. C'est pas forcément ça se qualifie pas de la même façon. C'est pas les femmes de 40 ans qui ont 2 enfants. Là, ces émotions, elles sont vraiment transverses dans la population. Donc voilà, on peut créer des profils émotionnels, dire qu'est-ce qui les anime, ces personnes-là, et derrière, qui sont-ils aussi, mais qu'est-ce qui les anime, comment on peut leur parler, qu'est-ce qui les fait vibrer. Voilà. Donc c'est beaucoup plus opérationnel finalement pour la communication, d'avoir ces personas marketing pour pouvoir les toucher. Merci beaucoup Ariane, merci beaucoup Pierre pour la présentation. Je crois qu'il n'y a pas plus de questions du chat. En tout cas, merci pour vos présentations et puis je vais laisser la parole à Maëlys pour l'intervenant suivant. Oui, donc en effet, on accueille maintenant Axel Yoc pour nous présenter le concept de station rêve. Bonjour tout le monde. Alors, c'est bon, l'écran est partagé, c'est Axel, impeccable. on t'entend pas. Ah. Alors, ça c'est bizarre ça. Si, moi je vous entends. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez Oui. là? Moi, je vous entends très Nous, on bien. vous entend Tu parfaitement. vas peut-être prendre le Parfaitement. temps de te déconnecter, de te reconnecter pour voir si ça change quelque chose. Parce que nous, on l'entend parfaitement. Moi, je l'entends très bien, oui. Pardon. Ah bon? Ah oui, pardon, c'est moi Oui. c'est moi l'erreur, pardon. T'as peut-être C'est bon? coupé C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui, c'est parfait. Ok, Oui, allez-y. impeccable. Non, parce que j'ai eu des soucis de connexion, donc c'est possible. Donc Oh. bonjour tout le monde, je vois qu'il y a une cinquantaine de personnes, il est 10h29, on va essayer de faire rapide. Je suis Axel Yoc, dirigeant cofondateur de la société Station Rêve. Rêve, ça signifie roule en vélo. C'est une société bretonne basée à Rennes, originaire de Loquirec, et je suis accompagné d'ailleurs aujourd'hui de l'adjoint au maire de la commune de Loquirec, où on voit par exemple en bas à droite une station de mobilité vélo autonome en énergie et dotée de points de recharge électrique pour les voitures, qui est basée sur la commune de Loquirec. Donc Nicolas Botros interviendra dans un second temps d'ici 5-6 minutes. Est-il possible de passer au slide suivant, s'il vous plaît? Ok. Alors, un contexte aujourd'hui, donc on va parler vélo ensemble. Pourquoi on a créé Station Rêve il y a 2 ans? Parce qu'il y a une forte hausse de l'usage du vélo. Nous, on y croit beaucoup. Mais face à cela, il y a plus de 600 000 vélos qui se font voler chaque année en France. Il
il y a une offre de stationnement sécurisé insuffisante, que ce soit aussi bien pour les usagers du vélo au quotidien, mais aussi les cyclotouristes qui parcourent la France à vélo. En plus de cela, le vélo a des avantages au niveau de temps de trajet quand on est dans des zones urbaines où on peut gagner du temps suivant la densification du trafic. Des avantages économiques par rapport à l'usage d'une voiture. Alors certes, il ne faut pas comparer directement un vélo à une voiture puisque au-dessus de 10 km, on va perdre du temps ou bien on ne va pas transporter les mêmes personnes ou les mêmes marchandises. Mais tout de même, ça n'a rien à voir en termes de coûts d'amortissement, d'assurance et autres au niveau économique. Le vélo, on va parler de mobilité active, qu'il soit électrique ou classique, on effectue un effort. Donc, il y a des avantages sur la santé et également des avantages sur l'environnement, puisque en termes de pollution et d'émissions de CO2, si on parle d'un vélo classique, on est à zéro. Si on parle d'un vélo électrique, c'est très faible de par l'usage de l'électrique. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le deuxième constat aussi de ce qui a fait qu'on a créé Station Rêve, notre métier premier, on a une société sœur en parallèle qui se nomme Siouson, qui déploie des ombrières photovoltaïques auprès des collectivités et entreprises partout en France. Et ce sont nos clients collectivités qui essentiellement nous disaient que faire pour abriter, recharger, sécuriser les vélos et promouvoir, rendre mon territoire davantage cyclable. Et c'est à partir de là où, du coup, on a décidé de créer une structure dédiée qui se nomme Station Rêve. Donc, on a une vision qui est de promouvoir l'intermodalité via l'usage du vélo, aussi bien du vélo pour du tourisme, qui est un moyen de remettre davantage de personnes en selle, entre guillemets, ou bien du vélo au quotidien pour aller au travail ou pour d'autres trajets plus classiques. Et on va passer à la slide directement après, ce sera plus clair, s'il vous plaît. Voilà, donc concrètement, Station Rêve a pour activité de concevoir, fabriquer et déployer des stations de mobilité active. Ce sont des espaces sécurisés pour vélos qui sont autonomes en énergie avec des panneaux photovoltaïques et qui sont dotés de points de recharge électrique. Comme vous le voyez là, il y a 4 produits. Sur la colonne de droite, on voit les stations qui sont fabriquées à partir de containers maritimes recyclés pour promouvoir l'économie circulaire. Et également, ce qui est intéressant avec les containers maritimes recyclés, c'est qu'on passe très peu de temps sur site. Lorsqu'on arrive, en 30 minutes, la station est installée. La différence entre la station Rêve classique et la station Rêve autonome, c'est que la station Rêve autonome, il y a moins de puissance solaire, mais on a un système de stockage par batterie et donc ça ne nécessite aucun travaux de raccordement au réseau et on peut déplacer facilement la station, ce qui rassure beaucoup les collectivités parce que si une station est pas très bien, le lieu n'est pas optimal, on peut la déplacer dans le temps. Nicolas Botros parlera ensuite des stations Rêve en haut à droite que la commune de Loquirec a acquis 2 stations de ce type, puisque la commune de Loquirec voulait promouvoir l'usage du vélo à l'échelle de son territoire et également produire une énergie renouvelable pour revendre sur le réseau, pour également amortir sur le moyen terme la station en plus des subventions qu'elle a obtenues. Sur la colonne de gauche, ce sont 2 autres formats de stations. On a la Cargo Rêve où ce sont plutôt des petits box vélos comme on peut déjà voir sur plusieurs territoires. Les Cargo Rêve, la spécificité, c'est qu'on peut également les proposer pour des vélos cargo, donc ce type de vélo qui se déploie de plus en plus pour justement mettre des bagages, des enfants, des courses ou même des adultes suivant la typologie du vélo. Et enfin, l'Ombrierêve, qui on va profiter de l'installation d'une ombrière qu'on fait avec notre société partenaire, où du coup, pour 2 places voiture, on en fait un espace sécurisé pour vélo et on peut mettre jusqu'à 24 places vélo. Et si je reviens sur les containers maritimes, en termes de dimension, d'emprise au sol et de capacité, c'est 15 mètres carrés, un container maritime 20 pieds. Donc, une place voiture, on est environ aux alentours des 12 mètres carrés, donc un peu plus qu'une place voiture. Et on peut mettre jusqu'à 18 vélos au sein d'une station Rêve. Donc, il y a ce ratio qu'on aime bien mettre en avant, une place voiture égale 18 places vélo. Je vous laisse changer. Donc voilà, donc aujourd'hui, on travaille pour le compte des collectivités, des entreprises. Et si vous pouvez passer, je vois que le temps défile, continuez, s'il vous plaît, on va parler tourisme.
Allez-y encore. Voilà, je vous remercie. En proposant les stations depuis 2 ans à des collectivités et des entreprises, ce n'était pas prévu quand quand on avait créé la société il y a 2 ans, mais en fait, il y a beaucoup de collectivités qui nous ont dit, moi j'ai mon territoire qui est plutôt touristique, que ce soit sur quelques mois ou sur tout au long de l'année. J'ai une forte demande pour louer des vélos. Je n'ai pas forcément de loueur de vélo. Quand j'ai un loueur de vélo, il n'est pas présent là tout le temps. Du coup, c'est l'Office du tourisme qui s'en occupe, mais ce n'est pas son métier. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? Et c'est pourquoi, du coup, on propose toujours, lorsqu'on échange avec une collectivité, d'également d'ajouter des vélos au sein de la station. Donc, ce n'est pas seulement un parking sécurisé, c'est vraiment une station libre-service de vélo, où pour louer un vélo, ça se passe via notre application par smartphone ou par Internet. Et donc, pour entrer dans la station, c'est en présentant le QR code au niveau de la porte. Pour louer un vélo, c'est soit à la demi-journée, soit à la journée, soit un vélo classique, soit un vélo électrique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aime bien travailler avec la collectivité pour proposer des itinéraires qu'on co-construit ensemble pour que le visiteur du territoire, certes, il a l'office du tourisme où il peut avoir de la documentation papier ou digitale, mais en plus de cela, depuis l'appli Rêve, notre application mobile, il a 3 à 4 itinéraires co-construits avec des informations sur la difficulté du parcours, des informations sur la durée du parcours et surtout sur les points de vue à effectuer pour ne passer à côté de rien lorsqu'il visite le territoire. Et aujourd'hui, soit on va avoir des collectivités qui vont acquérir une station, c'est le cas de Lokirec, et après Station Rêve est là pour gérer cette flotte de vélos en direct, en proximité avec la collectivité sur tout ce qui va être communication du service, ou soit c'est aussi des ouvertures qu'on travaille actuellement plutôt au stade d'expérimentation. Station Rêve va même faire le pari, entre guillemets, de financer la station et de louer le foncier de 15 mètres carrés à la collectivité en se rémunérant sur la location des vélos. L'arbitrage qu'on fait, ça va tout dépendre de la typologie de l'attractivité touristique du territoire. Voilà, donc pour résumer, on souhaite promouvoir le vélo. Station Rêve, c'est roulant vélo. On est parti à la base du parking sécurisé pour vélo, puisque l'usage du vélo s'accroît et il y a beaucoup de vols de vélo et peu de services pour recharger, stocker les bagages pour des cyclotouristes quand ils sont en itinérance ou autre. Mais il y a également les stations rêves équipées de vélos pour vraiment passer un cran au-dessus en termes d'offres de services avec cette notion de location autonome de vélos électriques ou classiques pour découvrir le territoire. Et je vais laisser la parole à Nicolas Botros, qui est donc l'adjoint au maire de la commune de Lokirec dans le Finistère Nord, qui va donner un retour d'expérience sur les 2 stations installées en janvier 2023. Alors, normalement, Monsieur Botros peut activer son micro pour réagir. Là, vous m'entendez? Oui, Ouais. on vous entend. Excusez-moi, souci technique. Bonjour à tous. Merci Bonjour. Axel. Je ne serai pas à la hauteur pour présenter aussi bien que toi le service. Il y a 2 ans, on avait une grosse problématique sur la commune de Lokirec, qui est donc nichée en forme de presqu'île, avec une forte attractivité et donc des problèmes de mobilité. On avait beaucoup de voitures qui sont présentes sur la station. Donc on a cherché une solution qui soit maligne pour pouvoir désengorger notre presqu'île. Et c'est là que nous avons rencontré Axel Yoc et la station Rêve, et la Société Rêve, pardon, pour mettre 2 stations de part et d'autre de la commune pour pouvoir inciter les gens à s'arrêter en entrée de commune pour pouvoir louer un vélo et se promener sur la station. Et enfin, pour éviter toutes ces problématiques d'engorgement de voitures. En plus, la station Rêve, elle est également, évidemment, comme Axel l'a dit, c'était une solution qui était maligne parce que d'un point de vue aussi écologique, avec les panneaux photovoltaïques sur le toit pour la recharge vélo, et également pour nous, on l'a vu aussi comme une station de mobilité. C'est-à-dire que c'est vraiment un hub de mobilité, à savoir l'allocation de vélos, mais aussi les charges voitures, parce que les stations sont équipées également de charges pour les voitures électriques. Donc l'idée, c'est que l'estivant arrive, se gare, charge son véhicule, loue un vélo, aille se promener dans notre belle commune et revienne ensuite.
Ces stations-là ont également été mises donc de part et d'autre, mais surtout au niveau des lignes régulières de bus, afin de rester vraiment dans cette partie de mobilité et de désengorgement. Voilà, c'était vraiment ça l'idée de départ. Et puis ensuite, évidemment, proposer une activité complémentaire qui était la location des vélos. Alors, Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour les présentations, Monsieur Botros et Axel. Alors, il y a juste une question auquel tu as déjà réagi, Axel, mais pour tout le monde, je vais la relire. C'est: est-ce que cette solution est éligible au financement de l'ADEME via le Fonds développer le tourisme? Et Axel nous répond qu'effectivement, c'est éligible aux aides ADEME, LVL+, et OEPV. Oui, et en plus de cela, il y a souvent des subventions publiques avec la région, le département. Ça, on ne les connaît pas toutes parce que ça évolue dans le temps et ça dépend des territoires. Mais voilà, la France, faut savoir, a pour objectif d'être la première destination mondiale à horizon 2030 sur le cyclotourisme. C'est un sacré objectif. Donc pour cela, faut continuer à déployer des itinéraires sécurisés pour les vélos. Ça, c'est plutôt le rôle des collectivités. Mais nous, en tant qu'entreprise privée, on est là pour être ensemble et proposer des infrastructures, des services, des équipements. Et donc, c'est pourquoi les régions sont à la manœuvre avec des plans vélos qui sont votés chaque semestre suivant les régions pour promouvoir cela. Et concernant l'installation, on a une nouvelle question, c'est par rapport au secteur protégé patrimoine. Est-ce que c'est compatible avec des normes, justement, tout ce qui est les alentours de monuments historiques, ou alors voilà, ces secteurs protégés? Alors, l'architecte des bâtiments de France est souvent présent en France, mine de rien, que ce soit sur nos projets d'ombrières aux stations de mobilité, on échange sur un dossier sur 3 quasiment. Je suis passé rapidement sur ce slide-là, mais si on peut rapidement revenir sur le slide 8, si possible. Il me semble que ce sont les réalisations des stations. Si vous pouvez revenir encore. Alors, la réalisation des stations, c'est ça? Ouais, des photos, voilà, ici. Là, vous voyez, quand on échange avec l'architecte de bâtiments de France, souvent, il va nous parler d'une peinture spécifique. Donc ça, là-dessus, on fait ce qu'on veut. Et également du bardage bois. Et comme vous le voyez, par exemple, en bas à gauche, on est à Sainte-Maure-de-Touraine, en Indre-et-Loire, où l'ABF était présent. Et du coup, on est parti sur un bardage bois entièrement des 4 faces, claire-voie espacée verticale. Pareil, en bas à droite, on est sur une ombrerève en Isère, près des montagnes, dans un site protégé. Donc voilà, ça dépend après, c'est au cas par cas, ça dépend du territoire, ça dépend de l'ABF. Et je laisse compléter Nicolas Botros qui levait la main là-dessus, justement. Oui, alors au niveau urbanisme, parce que je suis également adjoint à l'urbanisme, voilà, là, sur ce genre de station, nous sommes sur des déclarations préalables. Et là, vous voyez, sur le slide, vous voyez en haut à gauche, là, on est presque dans la bande des 100 mètres au niveau du littoral, ce qui n'a posé aucun souci au niveau de la déclaration, parce que de toute façon, ce sont des stations qui sont mobiles, qu'on peut déplacer. Voilà, donc, au niveau urbanisme, c'est très facile en documentation, en document à déposer. Merci pour vos retours. Et puis, Axel, juste sur ces réalisations, on voit aussi que, si je comprends bien, il y a aussi la possibilité de personnaliser nos stations par rapport à une charte graphique, ou en tout cas une identité visuelle de destination. Bah, nous, il y a le côté Station Rêve. Je vous ai parlé en introduction du constat, mais pourquoi promouvoir la mobilité active? Pour trouver des solutions pour limiter le réchauffement climatique. La vision lointaine, c'est ça, la volonté. Et du coup, installer une station, c'est bien, proposer du service, c'est mieux. Mais si en plus, on peut sensibiliser les usagers ou les citoyens ou les autochtones qui vivent autour au quotidien, avec du coup ce côté container maritime recyclé pour promouvoir l'économie circulaire. On voit les panneaux photovoltaïques aussi quand on vient sécuriser ou louer un vélo. Et en effet, on peut travailler, on a des demandes pour que des artistes locaux puissent aussi venir faire des dessins à ce sujet-là autour de la transition. Ou bien plus simplement, comme tu le disais, Fatih, c'est une choix de peinture, un choix de stickage avec les logos du territoire et autres pour vraiment allier la station avec l'identité du territoire, quoi. Merci beaucoup, Axel, pour tous ces compléments et pour la présentation globale. Merci à vous. Et donc maintenant, on accueille Cathy Sayuk, pour nous présenter Murmuration.
Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cathy Sahuc. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, très bien. Je suis accompagnée de Dominique Tillet, qui est responsable du pôle observation innovation du CRT d'Occitanie. Alors, murmuration, tu peux avancer? Ouais. Je préfère rester sur cette photo. Donc, juste pour vous expliquer pourquoi murmuration. Donc, une murmuration, c'est le nom qui désigne en fait ce joli mouvement d'oiseaux qui volent de façon coordonnée et commune. Et du coup, on a choisi en fait le nom de nos sociétés par rapport à ce phénomène en fait, avec l'ambition de donner tous les moyens aux parties prenantes du tourisme de voler dans la même direction et une direction de tourisme durable. Voilà, pour l'instant, poésie. Du coup, nous, on propose de fournir des outils qui vont permettre plusieurs choses, en fait, qui vont permettre notamment d'avoir des indicateurs pour du pilotage d'activité, pour de la réflexion sur quelles sont les anticipations à faire sur des activités touristiques, etc., afin de comprendre vraiment l'impact de l'activité touristique sur l'environnement, de comprendre l'impact du dérèglement climatique sur les activités touristiques et potentiellement d'utiliser ces indicateurs aussi comme données d'attractivité d'un territoire. Donc, nos services peuvent être utilisés à la fois au niveau d'un pays, d'une région, mais également de petites communes comme les petites cités de caractère. On peut avoir tous ces niveaux-là. Comment ça marche? En fait, on utilise de la donnée satellite d'observation de la Terre qui vont permettre de créer des grandes catégories environnementales qu'on voit ici. Je ne vais pas toutes les détailler, mais on va pouvoir mesurer la pollution de l'air sur le territoire. Sur une zone, on va pouvoir mesurer la qualité de l'eau, des indicateurs qui concernent la biodiversité, notamment sur la santé de la végétation, l'impact d'une activité sur la biodiversité, tout ce qui est occupation des sols, artificialisation ou végétalisation, comment créer des îlots de fraîcheur, des îlots de chaleur. Et on a également toute une catégorie de climat, donc pour avoir des projections climatiques, notamment. On fait de l'historique, mais également de la projection climatique, qui permet de savoir en fait comment, dans les années à venir, comment sera l'environnement d'un territoire. Tu peux passer. À partir de tous ces indicateurs-là, de ce catalogue-là, on va pouvoir proposer plusieurs services qui sont adaptables au territoire, encore une fois. Donc, soit un service vraiment d'observation et de prospective sur un territoire. Donc, comment notre territoire se situe en termes d'environnement et quelles sont les projections. Un service qui est plutôt de pilotage des activités touristiques. Comment on peut, quelle est la praticabilité des activités touristiques en fonction de l'environnement. Et donc parler plutôt d'attractivité d'un territoire. On a aussi un service de parcours agréable, donc plutôt que d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, ce qu'on propose, c'est d'y intégrer des critères environnementaux, donc proposer des parcours à des utilisateurs qui passent par les chemins les plus frais, les plus où la qualité de l'air est la meilleure, où il y a le plus de végétation, etc. Et enfin, un quatrième service qui est la capacité d'accueil de fréquentation. Donc, essayer de vous donner en fait un nombre de personnes au-delà duquel il y a un risque pour l'environnement. Alors, sur les services d'observation, comment ça se présente? En fait, c'est un outil, un URL qui est complètement configurable. Vous choisissez les indicateurs et vous avez les informations sur votre territoire. Je vais accélérer un peu, vas-y, avance. Cathy, s'il te plaît. Donc voilà quelques exemples d'indicateurs. Par exemple, ici, on est sur l'impact de l'activité touristique sur l'air et la végétation. Donc, on va voir quelles sont
Sur le coup, on est sur la partie végétalisation, quels sont les îlots de fraîcheur en fait dans des zones touristiques. Pour mieux orienter le client, là on est sur de la projection. Oui, vas-y. On est sur une projection en fait de température moyenne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit qu'ils sont aujourd'hui à plus de 2 degrés en moyenne de réchauffement sur les années aujourd'hui, hein, donc par rapport aux 20 années précédentes, 40 années précédentes. Ça indique les zones dans lesquelles il y a une attention particulière à avoir pour comprendre en fait comment on va pouvoir modifier notre répartition des flux et notre répartition des activités touristiques. On a également ce qu'on appelle le pilotage des activités. Donc, c'est 2 outils. Soit on va avoir un outil qui est plutôt interne à une commune. Donc, ici, on est sur la commune de Biarritz, où on va répertorier l'ensemble des activités touristiques qui sont sur le territoire, sur la commune de Biarritz. C'est un peu plus large. Et on va donner en fonction de la période de l'année et des indicateurs choisis par la commune, donc la santé de la végétation, la qualité de l'air, la température tout simplement de l'air, etc. On va donner une note aux activités qui sont sur cette commune-là. Donc, plus l'environnement est bon, plus on aura mieux on aura une note pour ces activités-là. Donc ça, c'est une façon de piloter parce qu'on peut aussi faire des projections sur ce tableau de bord-là, de voir en fait finalement quelles sont nos activités qui sont de plus en plus pérennes, qui restent pérennes ou quelles sont celles qui sont en danger. Mais on peut également l'utiliser plus pour l'attractivité vis-à-vis d'un voyageur et avoir, par exemple, sur le tableau de droite, là, vous voyez uniquement l'utilisateur peut, dans un office du tourisme ou une commune, donner la période où il veut voir et il verra en fait quelles sont les activités qui sont les plus praticables et il pourra directement les réserver et cliquer dessus. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs mettre ce petit écran dans les stations rêves pour pour combiner en fait le fait que ça soit intéressant d'y aller aussi à vélo. Donc ça, c'est un exemple en plus gros. Vas-y, continue. Alors là, je vais vous parler des parcours agréables. Donc, ce qu'on a fait pour La Valette, donc la capitale de Malte, où on propose en fait, plutôt que d'avoir en rouge, on va avoir le chemin proposé classiquement par un Google Maps et nous, on va intégrer en fait au calcul du parcours des indications sur la façon d'y aller de façon plus agréable, donc température, proximité de la végétation, voilà, ça intègre ça. Donc proposer en fait des parcours, on peut le voir sur plusieurs formes en fait, hein. On peut faire un parcours sur des flyers aussi, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une autre façon de se déplacer, de façon plus agréable, encore une fois. Là, on voit un tableau de bord en fait, qui permet de mesurer l'impact du piétinement sur un parcours nature. C'est le parcours de l'Ultra Trail du Mont Blanc qu'on a fait pour eux. Donc, en rouge, il y a le parcours de l'Ultra Trail et on voit les zones qui sont un peu plus brillantes. C'est celles où il y a un impact particulier sur la végétation. Et du coup, ils peuvent utiliser ça pour essayer de mieux répartir d'avoir des actions particulières en fait sur cette zone-là. Voilà. Et ça, on est sur la capacité d'accueil. Voilà, sur un territoire. Donc là, on est sur la zone de Gavarnie, par exemple. Et en bas, on voit que on voit la capacité, le nombre des habitants en bleu, les touristes en jaune. Donc en fonction de leur fréquentation, de la fréquentation, et le seuil de capacité de charge qui, pour le coup, il y a encore de la marge par rapport à un indicateur environnemental. Bien sûr, il faut prendre en compte aussi les indicateurs socio-économiques. Voilà, je crois que j'ai fait le plus vite possible. Je vais laisser peut-être la main à Dominique.
Oui, bonjour. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans la description qu'a fait Cathy. On voit que ça fait écho à toutes les problématiques qu'on rencontre en tant qu'organisme de gestion de destination aujourd'hui. Et quand on veut embarquer la notion de tourisme durable, on peut plus se contenter pour un observatoire de compter des nuitées. Il faut pouvoir prendre de la hauteur, objectiver nos constats, pouvoir se projeter, donc anticiper un peu les phénomènes et surtout élargir le champ de notre observation sur les piliers environnementaux, sociaux et économiques. Donc on a eu l'opportunité de travailler avec Murmuration dans le cadre d'une preuve de concept, d'une petite exploration menée dans le cadre de France Tourisme Observation avec Atout France. Ça a été une chance de pouvoir justement tester les possibilités et le potentiel de cette approche. Pour aller très très vite, hein, c'est très intéressant. On va continuer notre partenariat. On va essayer de creuser des cas d'usage parce que pour finir là-dessus, c'est hyper intéressant et ça nous permettra de construire un récit qui soit engageant, qui soit mobilisateur, qui soit positif aussi, qui fasse apparaître les équilibres qu'on cherche à trouver entre la mobilité, entre toutes les composantes du tourisme. Donc, construire un récit qui nous permette d'aller vers des solutions. Voilà, pas rester uniquement au niveau des constats, mais aussi pouvoir partager ces constats, les objectiver au maximum et puis aller vers des solutions. Voilà, je ne m'étends pas plus, sauf si vous avez des questions. Merci Dominique. Merci Cathy, merci Dominique pour la présentation. En attendant peut-être des réactions du chat, une première question, donc, enfin même deux. On partirait donc de données satellites. Est-ce qu'en termes d'implantation, en fait, qu'est-ce que ça signifie en termes d'implantation, Cathy? Est-ce que en combien de temps vous pourriez être mobilisé sur un territoire et est-ce que ça implique, du coup, ça n'impliquerait plutôt pas l'installation de capteurs? Non, alors il n'y a pas du tout de capteur. Donc on peut avoir cette mesure immédiatement n'importe où dans le monde. Voilà. Et peut-être plus une question pour Monsieur Thiellet, c'est sur derrière, à partir des données, donc là on voit bien que Murmuration nous donne un outil décisionnel. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place par la suite pour développer, enfin en tout cas, est-ce que vous avez développé des actions spécifiques à partir des constats observés? À ce stade, on était vraiment, comme je vous l'ai dit, sur une exploration qui était donc pas sur la totalité de la région. Ça nous a donné des perspectives. On sait dans quelle direction on veut creuser les choses pour pouvoir justement projeter des actions de terrain. Quand on parle d'artificialisation, ça peut se traduire par de l'accompagnement d'une profession en essayant d'amener des indicateurs objectifs pour expliquer comment on pourrait fonctionner autrement. Voilà, je ne peux pas le dire autrement aujourd'hui, puisque c'était vraiment une exploration. Donc, on espère aller beaucoup plus loin. Merci. Et une question peut-être pour Cathy, c'est sur le degré de précision des données. Est-ce qu'il y a des échelles territoriales adaptées à certains indicateurs plus que d'autres? Alors, on va avoir différentes effectivement résolutions et fréquences de mise à jour en fonction des indicateurs. Typiquement sur l'air, on va être plutôt sur 1 km² de précision. Mais sur la végétation, on peut descendre à 30 mètres de précision, voire même à 10 mètres. Donc, on a fait typiquement, ça dépend vraiment effectivement des indicateurs. On vient de finir un projet avec le parc Astérix, par exemple, pour donner la taille, où on leur a mesuré les îlots de chaleur sur le parc Astérix pour essayer de voir où est-ce qu'il faut vraiment qu'ils implantent un peu plus de végétation pour rafraîchir certaines zones en fait, du parc Astérix. Donc, c'est une petite zone et sur laquelle il y a quand même beaucoup de données. En termes de biodiversité, végétation, nature, on va être très précis. Ça va être plutôt sur la qualité de l'air, où on a une précision moindre qui est plutôt du kilomètre, qui suffit largement normalement pour une grande ville. Mais qui va, voilà, sur une petite cité, potentiellement, on aura 1 pixel, en fait, qui peut suffire. Hein. Si, et puis une question, voire peut-être slash une réaction de Laurent Mazurier pour les petites cités de caractère également. Est-ce qu'une expérimentation sur la découverte des petites cités de caractère en Occitanie pourrait encore être envisageable sur le même principe?
À étudier, oui. Ouais, ça serait sympa, ouais. C'est une bonne Même approche parce qu'on d'avoir. parlait de cas d'usage tout à l'heure. Sur des cas Oui. spécifiques, ça permet d'aller peut-être plus loin pour compléter la question précédente. Pour avoir des actions concrètes, si on est sur un sujet qui est bien cerné, ça peut être plus facile aussi. Merci beaucoup pour vos présentations, vos compléments de réponse, Katie et Dominique. Merci beaucoup à l'ensemble des participants. Je vais peut-être laisser la parole à Frédéric Rousseau pour un dernier mot de conclusion avant de... Oui, Frédéric. bonjour à tous. Je voulais vraiment vous dire un très grand merci pour ce webinaire extrêmement riche qui aborde vraiment plein de sujets, de l'intelligence émotionnelle, la compréhension profonde des cibles et des désirs. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire à notre place. L'optimisation des circulations, des parcours, le vélo, tous les enjeux derrière le plan vélo 2030, et puis l'analyse de l'impact écologique du tourisme avec tous les indicateurs de murmuration, l'optimisation de l'agrément des parcours, etc. J'ai trouvé que c'était très, très riche. Je voulais remercier le ministère de la Culture et Petite Cité de Caractère pour leur confiance. C'était un plaisir vraiment d'organiser cette mise en scène de nos 3 acteurs de l'innovation au service du rayonnement du patrimoine de nos régions. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire très prochainement. On est en train de fixer la date. Et surtout, je voulais vous dire aussi que nous sommes à votre écoute dans l'audience. S'il y a des solutions innovantes, des territoires, des collectivités qui souhaitent aussi participer d'une manière ou d'une autre à nos webinaires, nos événements, on est vraiment là à votre écoute pour vous, avec donc toute l'équipe innovation, hein, Fatih, Maëlys, qui nous a rejoint il y a peu de temps. L'innovation est en phase de structuration et on apprend beaucoup les uns des autres et dans ce développement de synergie. Je retiens aussi l'idée des écrans murmuration dans les stations rêves. Donc c'est aussi ça la vocation hein, de ces webinaires, c'est de permettre aussi des synergies entre acteurs de l'innovation pour un tourisme plus durable. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Et juste Au revoir. peut-être pour conclure, un dernier mot, on vous enverra par la suite un mail avec les coordonnées des différents intervenants, donc il y a les 3 solutions innovantes pour que vous puissiez prolonger vos échanges si nécessaire. Voilà. Bonne journée, au revoir. À Merci, au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir, merci. Merci Merci, beaucoup. Merci. Au Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir et merci. Merci.